Chères adhérentes et chers adhérents, je tiens à m'adresser à vous aujourd'hui pour répondre à un certain nombre de questions qui sont apparues ces dernières semaines sur le fonctionnement de notre parti politique et sur ma façon de le diriger. Tout a démarré, bien sûr, avec la lettre que certains cadres de notre mouvement m'ont envoyée le 18 avril, m'accusant d'avoir commis des choses très graves et demandant rien moins que ma démission. Au-delà des visées très politiciennes qui motivaient ce courrier, dont j'ai déjà parlé et sur lesquelles je ne reviens pas, ce message comportait un certain nombre de mises en cause et de questions. Je rappelle que j'y ai apporté des réponses sur le fond dès le lendemain, 19 avril, et par écrit, tout en proposant une réunion du Bureau national pour éclairer définitivement toute zone d'ombre qui aurait pu perdurer. J'ai même proposé la date du 16 mai, anticipant que les contraintes sur le confinement seraient allégées à cette date. Ma proposition est restée sans réponse de la part de mes accusateurs. Par souci de montrer ma bonne volonté, et avec le conseil de mon équipe juridique, j'ai donc proposé une nouvelle date pour la réunion du Bureau national, le samedi 6 juin. Je vous en ai d'ailleurs informé par vidéo. Eh bien, certains membres de signataires n'ont pas trouvé cette date encore à leur goût. Cela prouve leur volonté de laisser s'éterniser une situation préjudiciable au mouvement et que l'écrasante majorité des adhérents veulent voir se clore au plus vite. Je ne céderai pas à la volonté de certains de laisser pourrir cette situation. C'est pourquoi la réunion du Bureau national prévue ce samedi 6 juin et dont la convocation relève de ma seule autorité s'est bien tenue comme prévu. Constatant avec dépit que j'ai le cuir solide et que je ne me laisse pas intimider, certains des signataires de la lettre du 18 avril, prêts à tout pour essayer de me chasser, se sont lancés dans une fuite en avant de plus en plus nauséabonde en diffusant toute une série d'accusations sur les médias sociaux ou presse interposée qui ont pu susciter chez certains des doutes et des questions sur notre organisation et nos moyens. Ces signataires n'ont pas hésité à recourir à des procédés irréguliers ou carrément illégaux, comme s'emparer de pages Facebook locales de l'UPR pour y déverser une propagande hostile, ou comme utiliser nos fichiers pour prendre contact avec des cadres ou des adhérents afin de déverser les pires calomnies sur mon compte et sur les collaborateurs qui m'entourent. Ils n'ont pas hésité non plus à faire état d'informations confidentielles qu'ils connaissaient du fait de leur statut de membre du Bureau national et qu'il leur était pourtant formellement interdit de divulguer. Ils ont cru malin d'appliquer à mon encontre et à l'encontre des gens qui m'entourent le principe bien connu « calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose ». Ils ont d'ailleurs bénéficié du soutien actif de quelques journaux dont nous avons la preuve tangible qu'ils n'ont sélectionné que les seuls témoignages à charge contre moi. Le journaliste de l'un d'entre eux a par exemple consacré 3 semaines entières à téléphoner à des dizaines de cadres du mouvement pour ne sélectionner que les seuls propos visant à m'accabler et en écartant tous ceux qui démentaient les accusations portées contre moi. Je note au passage que ces journaux ont consacré à cette affaire visant à me faire taire une place qu'ils ne m'avaient jamais accordée dans leurs colonnes en 13 ans pour y exposer nos analyses. Il est intéressant de remarquer également que ces journaux qui s'en sont pris à moi ont un souci d'investigation particulièrement variable. Le même journal qui a donné carte blanche à l'un de ses journalistes pour passer 3 semaines à accumuler des calomnies à mon encontre n'a pas hésité, par exemple, à consacrer sa une pour mettre en avant, dès le lendemain de sa parution, la fameuse étude publiée par le magazine Lancet contre l'hydroxychloroquine, sans avoir enquêté le moins du monde, ni sur les auteurs, ni sur la société responsable de cette étude, qui apparaît aujourd'hui comme l'une des plus grandes escroqueries scientifiques publiées depuis des décennies. Pour ce qui me concerne, je me suis refusé à entrer dans toute cette politicaillerie infâme.
J'ai informé les adhérents de l'évolution de la situation par quelques vidéos auxquelles j'ai tenu à conserver la dignité nécessaire, sans aller fouiller dans les poubelles. Pourtant, il y aurait, semble-t-il, de quoi faire si j'en crois le nombre d'informations renversantes que des adhérents me font parvenir sur tel ou tel des putschistes. Fort heureusement, l'écrasante majorité des adhérents m'a approuvé, à la fois dans la forme et dans le fond, et ils continuent de le faire. Ils n'ont pas été dupes et je les en remercie. Néanmoins, les putschistes, comme l'un d'entre eux s'est surnommé lui-même, ont persisté dans leur travail de sape. Il m'est donc apparu nécessaire de faire cette nouvelle vidéo pour que nos adhérentes, nos adhérents et tous nos sympathisants aient connaissance de toutes mes réponses aux principales interrogations qui ont émergé çà et là du fait de cette campagne de dénigrement systématique menée contre moi pendant le confinement. Je sais que certains d'entre vous se posent des questions. Et comme je n'ai rien à vous cacher, je vais m'employer à y répondre. Que pouvez-vous dire sur les faits de harcèlement qui vous sont reprochés? Avez-vous harcelé des employés? Je l'ai déjà dit, et je le redis ici avec la plus grande force. Ces accusations sont complètement mensongères. Non, non et non, je ne suis pas et je n'ai jamais été ni un harceleur, ni un agresseur. Toutes les personnes qui me connaissent, à commencer par ma femme, avec laquelle je suis marié depuis 31 ans, mais aussi ma famille, mes amis, mais aussi les très nombreux adhérents et adhérentes de l'UPR, avec lesquels j'ai eu l'occasion de voyager ou qui m'ont hébergé, peuvent témoigner que je suis au contraire quelqu'un de très respectueux et de très pudique. Je note d'ailleurs que ces accusations n'ont été proférées à mon encontre par certains cadres de notre mouvement que sur des ouï-dire. Ce sont des témoignages de deuxième main, comme l'on dit, reprenant les allégations d'une seule et même personne. Celles et ceux qui colportent ces bassesses réagissent tous de la même façon lorsqu'on leur pose la question. Ils disent tous que « Ah non, 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 pour ce qui me concerne, ils n'ont jamais été victimes du moindre harcèlement ou d'agression de la part d'Asselineau. Mais en revanche, ils ont entendu dire que... » C'est exactement comme cela que naissent les rumeurs les plus viles. Elles s'auto-entretiennent sans que l'on me demande jamais mon avis et en écartant systématiquement tous les témoins nombreux qui en montrent la fausseté. Qu'il me soit permis ici de dire ce que j'ai sur le cœur. Ce sont des rumeurs dégueulasses. Ceux qui les colportent ne se rendent pas compte de la souffrance morale qu'elles occasionnent. J'aimerais savoir ce que ressentiraient les signataires, et plus généralement tous nos adhérents et sympathisants, et plus généralement tout être humain, si l'on commençait à les accuser publiquement de toutes les turpitudes, sans qu'ils aient même été interrogés et aient pu répondre préalablement. Toutes celles et tous ceux qui colportent ces infamies, en ne respectant pas le principe fondamental du contradictoire, peuvent-ils imaginer l'impact qu'elles peuvent avoir sur ma famille, mes amis, mon entourage et tous les collègues de travail qui me connaissent parfaitement depuis des décennies et qui lisent soudain dans la presse que je serais un ignoble personnage. La réalité est que je n'ai rien, je dis bien rien, à me reprocher. Et que, comme je l'ai déjà dit, je me tiens à la disposition de toute autorité policière ou judiciaire pour apporter les preuves qui démontreront de façon implacable la fausseté des accusations portées contre moi. Et je peux vous dire que je suis totalement confiant dans le fait que justice me sera rendue.
Pour conclure sur ce sujet pénible, soyez certains que je défendrai vigoureusement mon intégrité et que je ne laisserai personne proférer impunément des accusations diffamatoires à mon encontre. Car nous suivons ce qui se dit et s'écrit sur Internet. Mon équipe juridique est saisie des dossiers de plusieurs personnes contre lesquelles j'ai donné mandat d'agir en dénonciation calomnieuse et en diffamation. Mais il faut bien comprendre que ce sont des procédures longues. Je rappelle aussi qu'une plainte en diffamation ne relève pas du droit commun. Cela ne se fait pas en 1 heure au commissariat. C'est un acte de procédure détaillé qui doit respecter des formes précises, qui est porté à l'attention du procureur de la République et qui requiert un temps d'élaboration et un temps de traitement avant de donner lieu à de premières manifestations tangibles. Vous l'avez compris, je ne suis pas du genre à me laisser salir impunément et je vais maintenant porter le débat sur le terrain judiciaire. Des rumeurs de largesse financière et de salaires indus ont été répandues. Que répondez-vous ? Permettez-moi de faire remarquer tout d'abord que l'on change ici complètement de registre. Les putschistes, qui savent bien au fond que les accusations de harcèlement à mon encontre ne tiennent pas la route, ont jugé nécessaire de faire feu de tout bois et de m'attaquer tous azimuts. Pour ce qui concerne mon salaire, je tiens à faire remarquer en préambule que je ne me suis pas attribué ce salaire moi-même, tout seul et sans contrôle. C'est au contraire le Bureau national qui a été saisi, comme toujours dans les règles, pour voter ou non ce salaire, et qui l'a voté à l'unanimité, moins une abstention. Je note donc que ce sont un ou plusieurs des putschistes qui ont balancé de façon scandaleuse mon salaire sur les réseaux sociaux, sans préciser qu'il ou elle avait justement participé au vote pour me l'attribuer. Même s'il est un peu humiliant de devoir me justifier, comme je n'ai nullement à rougir ni à me cacher, je vais être totalement transparente avec vous. J'ai créé l'UPR le 25 mars 2007. Entre le 25 mars 2007 et le 12 janvier 2017, soit pendant près de 10 ans, j'ai travaillé de façon purement bénévole pour ce mouvement que j'ai créé de toutes pièces. Je le faisais parallèlement à mon travail à l'Inspection générale des finances, qui assurait ma rémunération. C'est d'ailleurs tout à fait normal et légal, et tout le monde sait que des hauts fonctionnaires travaillent, en dehors de leurs heures de bureau, de façon bénévole pour des partis politiques ou des associations. Je souligne au passage que non seulement j'ai ainsi travaillé bénévolement pendant 10 ans pour développer ce parti, mais que j'y ai même laissé beaucoup d'argent. Par exemple, c'est moi qui ai contribué à son lancement en y injectant plusieurs milliers d'euros de ma poche à une époque où nous n'avions d'ailleurs pas l'agrément fiscal et où les cotisations et dons ne bénéficiaient donc pas de déduction d'impôts. C'est moi aussi qui ai assuré de ma poche tous mes déplacements à travers la France. C'est moi encore qui ai assuré la première campagne électorale en faisant imprimer de ma poche 60 000 tracts appelant à l'abstention lors des élections européennes de 2009. À partir du 12 janvier 2017, parce que l'activité de direction du parti devenait trop prenante et parce que je me préparais à participer à l'élection présidentielle, j'ai demandé et obtenu du corps de l'Inspection générale des finances ma mise en disponibilité pour convenance personnelle, comme on le dit. Cette situation administrative signifie que je peux revenir dans mon corps d'origine pendant plusieurs années, mais que je ne suis plus soumis aux contraintes administratives et bien entendu que je ne gagne plus un centime. À partir du 12 janvier 2017, je me suis donc retrouvé sans un sou de rémunération. Et j'ai alors découvert ce que j'ignorais, à savoir qu'un candidat à l'élection présidentielle, ou à une élection quelle qu'elle soit, ne peut pas recevoir de rémunération de la part du parti dont il émane, et cela
pendant toute la durée de la campagne. En revanche, un candidat qui est ministre ou qui est parlementaire ou élu local peut, lui, continuer à toucher ses émoluments. Bref, je me suis retrouvé sans rémunération pendant plusieurs mois. Et le salaire de ma femme ne suffisant pas à couvrir les frais de notre famille, je signale au passage que nous habitons Paris où la vie est très chère et que nous avons encore un enfant adulte à charge et que je dois payer des impôts très lourds, eh bien j'ai dû m'endetter pour être à l'UPR et pour faire face aux dépenses courantes. Par scrupule, j'ai beaucoup hésité à me faire rémunérer par l'UPR, puisque je ne l'avais jamais fait. Cependant, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il me fallait absolument avoir des revenus. Je me suis donc résolu à solliciter, d'ailleurs tardivement, l'accord du Bureau national pour obtenir un salaire de la part de l'UPR. Si je ne l'avais pas fait, il m'aurait fallu trouver un emploi par ailleurs et cesser de consacrer tout mon temps au mouvement. Ce salaire a été proposé et adopté par le Bureau national, fixé à 4 880 € net par mois, sans compter les impôts sur le revenu à déduire. Et ce salaire m'a été versé à partir du 20 novembre 2017. Comme chacun l'aura compris, je n'ai donc pas gagné un seul sou entre le 12 janvier et le 20 novembre 2017, soit pendant plus de 10 mois. Je souligne aussi que ce salaire était 2 fois inférieur à celui que je gagnais dans l'administration en tant qu'inspecteur général des finances, parvenu au sommet de l'échelle indiciaire. Agirais-je avec une telle abnégation si j'étais un homme cupide et intéressé par l'argent? À l'expérience, il est apparu que le montant de ce salaire était calculé trop juste, car il ne me permettait pas de commencer à rembourser les emprunts importants que j'avais contractés pour assurer mes revenus pendant ces 10 mois où je n'ai pas été rémunéré, notamment du fait de la campagne présidentielle et de ma participation aux élections législatives. Et ce salaire était d'autant plus insuffisant que, par ailleurs, je n'ai touché cette rémunération qu'avec un abattement de 35% pendant la durée de la campagne pour les élections européennes de 2019, où j'étais tête de liste pour défalquer, conformément à la loi, la période de temps que je consacrais à ma campagne électorale. Pour toutes ces raisons, et constatant que la campagne pour les élections européennes nous avait attiré de nombreux nouveaux adhérents, j'ai sollicité de nouveau le Bureau national pour obtenir une prime exceptionnelle et une augmentation de rémunération, laquelle est fixée depuis le 1er décembre 2019 à 5 768 € net après prélèvement à la source. Je précise au passage que si je suis de nouveau candidat à l'élection présidentielle en 2022, je me retrouverai de nouveau privé de cette rémunération pendant au moins 5 ou 6 mois. Résumons donc la situation sur les rémunérations que m'a versées l'UPR depuis que je l'ai créée. Je vous donne ci-après les relevés exacts de notre expert comptable année après année. Du 25 mars 2007 au 11 janvier 2017, pendant 10 ans, 0 €. Du 12 janvier 2017 au 19 novembre 2017, 0 €. Du 20 novembre 2017 au 31 décembre 2017, 6 669,33 €. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 58 560 €. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 56 783,87 €. Du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, 28 840,50 €.
Cela représente, tout compris, un montant total de 150 853 € et 70 centimes. Sur l'ensemble de la période depuis la création de l'UPR, compte non tenu des charges et prélèvements divers, j'ai donc gagné une rémunération nette de 150 853 € et 70 centimes sur les 13 ans et 2 mois qui nous séparent de la création de l'UPR, soit 158 mois. Ce qui représente une rémunération mensuelle nette versée par l'UPR sur toute cette période de 954 € et 90 centimes par mois. Mettons de côté la période où j'étais rémunéré par l'Inspection générale des finances. Si l'on se limite à la seule période qui court depuis que j'ai quitté l'administration, j'ai gagné une rémunération nette de l'UPR de 150 853 € et 70 centimes sur 40 mois et 20 jours. Ce qui représente une rémunération mensuelle nette de 3 725 € par mois. Je précise que cette rémunération est absolument la seule que je reçoive. Non seulement je n'ai plus aucun salaire venant de l'administration depuis 3 ans et demi, mais, à la différence de la quasi-totalité des dirigeants d'autres partis politiques, je n'ai aucune source de revenus complémentaires. À titre de comparaison, et si j'en crois les journaux, Madame Le Pen, par exemple, qui cumule les fonctions rémunérées, gagnait en 2009 14 670 € bruts par mois en tant que députée européenne et conseillère régionale. À quoi s'ajoutait sa rémunération de présidente du Front national. Actuellement, elle est rémunérée 5 000 € net par mois en tant que président du Rassemblement national, si j'en crois la presse. À quoi s'ajoutent ses rémunérations de députée française et de conseillère régionale. Au total, Madame Le Pen doit gagner actuellement au moins 15 000 € net par mois. Je ne lui jette pas la pierre. Mais je signale qu'à ma différence, elle a continué et elle continuera à toucher ses rémunérations pendant toutes ses campagnes électorales, présidentielles, législatives, etc. De telle sorte que je peux affirmer, sans risque, que Madame Le Pen gagne au moins 4 fois plus que moi. Je peux affirmer sans grand risque non plus que M. Mélenchon, qui est député, M. Dupont-Aignan, qui est député, et généralement tous les dirigeants de partis politiques, du fait qu'ils cumulent leurs fonctions de chef de parti avec des fonctions électives, gagnent beaucoup, beaucoup plus que moi. Pour ce qui concerne maintenant les prétendues largesses ou même malversations financières que certains m'imputent, ce sont des accusations tout aussi ignobles et dégueulasses que le reste. Je rappelle tout d'abord que toutes les dépenses de l'UPR respectent des procédures très strictes. Elles doivent d'abord être validées. Premièrement, par Catherine Gargasson, chargée de mission, qui vérifie la licéité de la dépense avec son œil de lynx et ses exigences que tous nos cadres connaissent bien. Deuxièmement, par Benjamin Nard, notre secrétaire général, qui mérite, comme Catherine, tous les éloges pour son excellence professionnelle et sa droiture. Troisièmement, si ces dépenses dépassent 1 000 €, elles doivent être validées par une troisième personne, le président, c'est-à-dire moi-même. Et une fois que chaque dépense a été contresignée et validée par ces 2 ou 3 personnes, et que le règlement a été effectué, elle est transmise à l'expert comptable, qui est un cabinet extérieur comme l'exige la réglementation, qui vérifie à son tour si tout est bien en règle, les pièces justificatives, la légalité de la dépense,
et qui enfin enregistre la dépense en comptabilité. Le trésorier, qui était en l'espèce M. Gallois jusqu'à sa récente démission, surveille de son côté toutes les recettes et toutes les dépenses et la trajectoire financière de notre budget. M. Gallois avait bien entendu accès à toutes les pièces comptables, en recettes comme en dépenses. Enfin, tout cela est ensuite transmis, avec l'ensemble de nos comptes, aux commissaires aux comptes, dont je rappelle qu'ils appartiennent, conformément à la loi, à 2 cabinets de commissariat aux comptes différents, lesquels certifient les comptes puis les transmettent en phase finale à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP, pour agrément définitif donnant lieu à dégrèvement fiscal. Je rappelle toute cette longue procédure pour signaler qu'il est impossible de procéder à des malversations. C'est une chose de m'accuser, c'en est une autre d'accuser une demi-douzaine de personnes d'être de mèche. Cela étant, qu'est-ce que les putschistes me reprochent ? Qu'il y aurait eu de temps en temps quelques frais de restaurant avec certains de mes collaborateurs ou des militants de terrain, ou bien avec quelques personnalités de renom. Eh bien, c'est exact. Et je l'assume totalement. D'abord parce que ces frais sont ridicules en montant comparé à l'ensemble de nos dépenses. Soyons clairs et précis. Nous parlons là d'additions dans des restaurants parisiens, souvent, ou éventuellement en province, de moins de 30, ou exceptionnellement 40 € par personne, grand maximum, et souvent de moins de 20 €. Pour Paris, il est difficile de faire moins, sauf à aller dans un kebab ou dans des fast-foods. D'après les relevés précis de notre expert comptable, mes notes de frais de réception pour l'ensemble de l'année 2019 se sont précisément élevées à 4 318,90 €, soit une moyenne de 359,90 € par mois. Parmi ces frais figurent notamment des invitations, à partir de septembre 2019, des candidats avec leurs coéquipiers pour la campagne des municipales. Si on rapporte leur montant au total des recettes de l'UPR en 2019, qui se sont élevées à 1 492 000 €, mes frais de réception ont représenté 0,28% de l'ensemble de nos recettes de l'année 2019. Laisser entendre que je dilapiderai votre argent, c'est vraiment de la rigolade. Et pour les 5 premiers mois de 2020, mes notes de frais de réception se sont précisément élevées à 724,05 €, entièrement consacrées sur la période allant du 1er janvier à la mi-mars, du fait du confinement ultérieur, et presque exclusivement utilisées pour inviter des candidats et des militants pour les élections municipales. Mes frais de réception sont donc non seulement tout à fait marginaux dans nos frais globaux, mais ils sont aussi tout à fait légitimes et justifiés. Tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus normal pour un président que d'inviter occasionnellement des collaborateurs ou des militants bénévoles, soit en prolongement d'une séance de travail, soit pour les remercier de leur engagement à l'UPR. Rien de plus normal aussi que d'inviter de temps en temps une ou plusieurs personnalités connues afin de nouer des contacts potentiellement intéressants pour le développement de notre mouvement. C'est même le contraire qui serait anormal. Du reste, quel tombereau de propos orduriers les putschistes ne déverseraient-ils pas sur moi si je bénéficiais du concours de militants bénévoles ou de collaborateurs qui sont payés très modestement, en ne comptant pas leur temps de travail, y compris souvent en soirée ou le week-end, et si je ne leur offrais pas de temps en temps un petit pot ou un repas dans un petit restaurant. Les mêmes qui osent me reprocher des largesses financières me reprocheraient alors, comme ils le font d'ailleurs,
d'être un patron impitoyable et sans cœur, d'être un tyran juste capable de pressurer sans limite son entourage. Je note au passage que lorsqu'il m'est arrivé d'inviter telle ou telle personne qui fait aujourd'hui partie des putschistes, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont jamais décliné cette invitation. Elles l'ont acceptée avec grand plaisir. Et puis d'ailleurs, j'en appelle ici aux nombreux adhérents à travers toute la France qui me connaissent, qui ont pu mesurer depuis des années et des années à quel point je gère ce parti avec un très grand scrupule. Connaissez-vous beaucoup de partis politiques où le président, lorsqu'il se déplace avec tel ou tel de ses collaborateurs, préfère systématiquement loger gratuitement chez des adhérents plutôt que d'aller reloger à l'hôtel, et cela dans le double but de faire connaissance avec nos adhérents, ce qui est toujours très sympathique, mais aussi de faire des économies à notre parti. Connaissez-vous beaucoup de partis politiques où, lorsque le logement chez un adhérent n'est pas disponible, le président se loge dans des chaînes d'hôtels très bon marché, comme BNB, Formule 1 ou Kyriade? Connaissez-vous beaucoup de partis politiques où le président, comme moi, ne dispose ni de la carte bancaire du parti, ni du chéquier, et qui s'est lui-même contraint à payer avec sa propre carte bancaire et son propre chéquier, en ayant recours ensuite au système de remboursement sur note de frais justifiée, ce qui entraîne inévitablement des renoncements ou des oublis à se faire rembourser. Mais élevons encore le débat. Malgré tout ce que peuvent dire les putschistes, il se trouve que l'UPR est exceptionnellement bien géré. Que ceux qui ont encore des doutes aillent le vérifier en épluchant les comptes des partis politiques publiés par la CNCCFP et qu'ils comparent nos ratios financiers avec ceux des autres partis. Depuis la fin des 3 contrats à durée déterminée que nous avions pour les élections municipales, l'UPR compte aujourd'hui 4 salariés, dont moi-même, et une collaboration avec un auto-entrepreneur. Qui dit mieux pour un parti de cette ampleur? Je confirme une nouvelle fois que nous n'avons aucune dette. Allez le voir sur les comptes de la CNCCFP. Qui dit mieux? Je vous informe que nous disposons actuellement d'une trésorerie d'environ 320 000 euros, alors que toutes nos factures ont été payées, en particulier les factures de la campagne pour les élections municipales. Cet argent, votre argent, est précieusement mis de côté pour les échéances électorales futures. Qui dit mieux? Je signale à ce propos que l'UPR est l'un des très rares partis, c'est peut-être même le seul, qui prend en charge les frais de campagne électorale standard, affiches, tracts et professions de foi, pour tous ces candidats à toutes les élections, en ne laissant aux candidats que le coût éventuel de tracts et d'affiches supplémentaires s'ils en souhaitent. Allez regarder ailleurs. Qui dit mieux? Tout cela me permet de démentir catégoriquement les affirmations alarmistes et totalement mensongères de M. Gallois, qui était le trésorier de notre mouvement et qui était le mieux placé pour voir les entrées et les sorties de fonds. Pour tenter de monter les adhérents contre moi, M. Gallois a osé affirmer que notre situation financière serait très difficile, ce qui est un mensonge éhonté, un de plus. Et il en a profité pour nous présenter sa démission du poste de trésorier, démissionnant par conséquent du Bureau national. Je signale à ce propos que j'ai décidé, comme j'en ai le pouvoir en tant que président, de nommer Mme Gargasson, qui faisait partie du collège des suppléants du Bureau national, de la nommer trésorière, comme elle l'avait d'ailleurs été auparavant. Car nous avons besoin d'un trésorier
pour notamment présenter prochainement les comptes. En conclusion de cette partie financière, je voudrais dire que je n'ai pas mentionné le grand nombre de dépenses, souvent minimes, mais parfois plus importantes, que je prends en charge sur mes propres deniers. Cela va des verres ou des petits repas avec des adhérents ou des collaborateurs que je n'ai pas refacturés. Et cela va jusqu'au lot offert à la tombola annuelle que nous proposons en marge de notre université d'automne et qui atteignent parfois plusieurs centaines d'euros. Car c'est moi qui achète sur mes propres deniers la quasi-totalité des lots pour en faire don à la tombola, quand je ne les prends pas sur ma collection personnelle de livres, de médailles ou de magazines anciens, par exemple. Je n'ai jamais voulu le dire publiquement, car je suis quelqu'un de pudique. Et si je le dis aujourd'hui, c'est pour témoigner un peu de l'amertume qui est la mienne devant les attaques haineuses et si injustes dont je suis la cible, venant de personnes auxquelles je n'ai jamais prodigué que des choses positives, notamment parce que je leur faisais confiance et que je leur ai proposé de figurer auprès de moi dans l'équipe dirigeante du mouvement. Est-il vrai que le compteur d'adhérents affiche un nombre d'adhérents trop élevé ? Il me faut, avant de répondre, rappeler 3 prémices. Premièrement, selon les statuts, un adhérent qui n'adhère qu'une seule fois sans jamais renouveler est adhérent pendant 3 ans. Il est à jour de cotisation pendant 1 an, puis il est adhérent statutaire pendant 2 ans supplémentaires. C'est comme ça que font tous les partis politiques. Le compteur d'adhérents sur le site affiche tous les adhérents, qu'ils soient à jour ou statutaires. Nous avons toujours été parfaitement clairs sur ce point. Deuxièmement, comme cela est très classique dans la vie politique française, il y a un nombre colossal de nouvelles adhésions pendant une campagne présidentielle. Et l'UPR a accueilli un nombre colossal de nouveaux adhérents pendant l'élection présidentielle de 2017. L'UPR a doublé de taille en seulement quelques mois. Troisièmement, le fichier des adhérents et le compteur sont tenus manuellement car nous n'avons pas les moyens techniques de faire autrement. La seule automatisation qui existe sur le compteur est celle de l'incrémentation des adhésions avec paiement en ligne. Pour le reste, c'est Benjamin Nard, notre secrétaire général, qui, en plus de ses nombreuses autres tâches, saisit fastidieusement à la main toutes les adhésions et procède aux radiations du fichier. Alors, en ce printemps 2020, figurez-vous que nous sommes précisément 3 ans après la campagne présidentielle de 2017. Parmi les très nombreuses personnes qui avaient adhéré dans l'enthousiasme de la campagne électorale de 2017 en un laps de temps très rapproché, certaines n'ont pas réadhéré. C'est comme ça à l'UPR, comme partout, comme dans tous les autres partis politiques. Et comme 3 ans ont passé, on observe donc depuis seulement 2-3 mois, 4 mois, un décrochage significatif entre le nombre affiché et le nombre d'adhérents statutaires. Sur les 5 premiers mois de 2017, le nombre d'adhérents avait tout simplement doublé. La période courant du 10 mars 2017, jour de la validation officielle par le Conseil constitutionnel des parrainages présentant ma candidature à l'élection présidentielle, et jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril 2017, eh bien cette période avait été tout particulièrement riche en nouveaux adhérents, avec des pics de 330 adhésions par jour pour le seul télépaiement. Je tiens à vous présenter ici un graphique qui vous permet de comprendre ce qui se passe. Comme vous le constatez sur ce graphique, jusqu'au mois de décembre 2019, le nombre d'adhérents selon notre compteur et le nombre d'adhérents statutaires étaient assez étroitement corrélés.
il existait certes une petite différence, mais que nous avions pris le parti d'assumer. Et j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer dans le passé que cette différence correspond à certains donateurs significatifs qui considèrent que leur don est un solde de tout compte pour plusieurs années. Ou bien ça correspond à des donateurs qui, en raison de la loi, n'ont pas le droit d'être adhérents d'un parti politique, des militaires par exemple. Vous comprendrez qu'il est délicat et qu'il serait même absurde et contre-productif d'exclure sèchement, au motif du non-renouvellement de cotisation au bout de 3 ans, quelqu'un qui a donné 300 € ou 3 000 € ou 7 500 €, qui est le maximum, et ça arrive. Parce que cela représente respectivement, pour quelqu'un qui a versé 300 €, l'équivalent de 10 années de cotisation à 30 €. Pour quelqu'un qui nous donne 3 000 €, ça représente 100 années, un siècle de cotisation à 30 €. Et quelqu'un qui donne 7 500 €, c'est 2 siècles et demi de cotisation à 30 €. Il faut donc... Il serait absurde de les sortir du fichier, même si, normalement, on devrait le faire, parce que ce sont des adhérents qui, au bout de 3-4 ans, n'ont pas encore renouvelé. Mais souvent, et presque toujours, ils le font, à leur rythme. C'est pareil pour les militaires dont je parlais un instant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment comptabiliser des militaires qui nous versent des dons parfois importants en nous expliquant qu'ils n'adhèrent pas à l'UPR parce qu'ils ne peuvent pas adhérer à un parti politique parce que la loi l'interdit, mais qu'ils sont de tout cœur avec nous? Doit-on exclure par ailleurs des adhérents pauvres qui nous écrivent pour nous dire qu'ils sont momentanément à court d'argent, qu'ils ne peuvent pas renouveler leur cotisation pour le moment, mais qui nous demandent de ne pas les sortir de notre fichier d'adhérents? C'est ça la vraie vie. C'est ça la réalité au jour le jour avec laquelle nous sommes obligés de jongler pour présenter un nombre d'adhérents qui soit le plus proche de la vérité. Alors il est vrai qu'il y a un décrochage sensible du nombre d'adhérents statutaires qui a commencé au mois de janvier 2020, du fait que cela fait 3 ans maintenant que nous avons eu ce flux d'adhérents pour la présidentielle de 2017. Le problème, c'est que ce décrochage est arrivé en pleine campagne des élections municipales. Comme vous pouvez le comprendre, ce n'était quand même pas la priorité du moment de procéder aux relances des adhérents et éventuellement à leur radiation manuelle pendant qu'on était en campagne municipale. Je rappelle que l'UPR, je l'ai déjà dit tout à l'heure, n'avait que 7 salariés pendant la campagne, dont 3 en CDD qui sont désormais partis et qu'elle n'en a plus que 4 à ce jour, dont moi. Je voudrais aussi ajouter quelque chose. Qui doit procéder aux relances des adhérents pour qu'ils versent leur cotisation annuelle? Vous pensez vraiment que c'est le président ou le secrétaire général ou les quelques salariés qui travaillent au siège? Évidemment pas. Certes, je lance de temps en temps des appels à adhésion et cotisation, notamment sur notre chaîne de télévision UPR TV. Mais au quotidien, c'est évidemment le travail des délégués régionaux et des délégués départementaux et des adjoints de délégation, car ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux dont le rôle numéro 1 est d'être en contact avec nos adhérents et de relancer au téléphone ou par courriel nos membres dont l'adhésion arrive à échéance. Alors c'est vrai que c'est un travail de fourmi, exigeant et consommateur de temps. Certains de nos cadres prennent la peine et le temps de le faire, et je les en remercie vivement. Mais d'autres le font moins. C'est ainsi. Et au total, il existe des différences importantes, selon les départements, du ratio entre le taux d'adhérents à jour de cotisation et le nombre total d'adhérents. Et ce ratio témoigne
pour une partie, de la plus ou moins grande efficacité du délégué local pour procéder à ces relances. Il est donc exact que le nombre d'adhérents statutaires de l'UPR a diminué, mais au cours des tout récents mois. Et je le regrette. Il ne faut néanmoins pas s'en alarmer. Une baisse de l'ordre de 20 à 30%, qui est le contre-coup d'une campagne présidentielle 3 ans avant, est finalement tout ce qu'il y a de plus classique dans la vie politique. Et l'UPR n'y fait pas exception. On peut d'ailleurs être sûr qu'en 2022, si je suis candidat, le nombre d'adhésions remontera en flèche. Je tiens à préciser qu'on observe aussi un grand nombre de renouvellements en cette période de l'année où beaucoup de cotisations arrivent à échéance d'ailleurs. Il n'y a donc évidemment aucune volonté délibérée de mentir ou de tromper derrière le retard pris dans les radiations depuis le mois de janvier. Aussi, l'attitude des signataires de la lettre du 18 avril est-elle aussi scandaleuse qu'inadmissible. Ils font comme si cette réalité était une sorte de secret que je leur aurais délibérément caché et au sujet de laquelle j'agirais comme un autocrate. Plutôt que de se poser en censeur et en observateur passif, les putschistes du Bureau national et les cadres territoriaux qui les ont rejoints auraient mieux fait de se retrousser les manches et d'utiliser leur énergie à relancer les milliers d'adhérents dont les adhésions sont arrivées à expiration, tout spécialement depuis la mi-mars, plutôt qu'à chercher à détruire l'UPR. Je précise encore que ce phénomène de baisse était connu et identifié de tous les cadres et salariés depuis quelques mois et qu'il était, bien entendu, prévu de procéder non seulement à toutes les relances et les radiations nécessaires dans les délais les plus brefs, mais aussi d'améliorer notre suivi. Il faut bien comprendre qu'en raison de l'importance de cet indicateur sur notre stratégie de communication, indicateur que nous sommes les seuls sur la scène politique à divulguer, la campagne de radiation importante que nous allions mener devait s'accompagner des explications idoines pour ne pas susciter de malentendus ni de panique. Cette présentation nécessaire pour rassurer nos adhérents, c'est justement ce que les putschistes ne voulaient pas faire. Ils voulaient utiliser cette baisse mécanique du nombre de nos adhérents, contre-coup de l'élection présidentielle de 2017, pour faire accroire que cela témoignerait de ma volonté de cacher l'évolution et du fait que ce serait de ma responsabilité et que les gens se détourneraient de notre mouvement. Nous avions prévu de mener cette radiation concomitamment à la mise en place, qui est actuellement en cours, de la 4e version de notre logiciel de gestion interne, qui devrait afficher, dans les mois qui viennent, en réalité désormais 2 décomptes. Nous afficherons désormais le nombre d'adhérents statutaires d'une part, et également le nombre de donateurs non adhérents d'autre part. Mais c'est une tâche qui nécessite du temps et de la ressource pour s'y consacrer, et je tiens à remercier ici un informaticien émérite qui s'y consacre bénévolement depuis de nombreux mois. Au passage, je signale qu'aucun des membres du Bureau national qui avaient tous accès à ces informations, au moins au niveau des délégations, aucun des putschistes n'a proposé son aide pour nous aider à gérer les fichiers adhérents et pour nous aider à mettre en place les radiations et la communication devant la compagnie. Les putschistes agissent carrément comme des inspecteurs des travaux finis, en faisant comme si ce problème était imputable à moi seul et au secrétaire général, et en goûtant du bout des lèvres, les doigts de pied en éventail la situation, pour reprocher les carences
à un domestique fautif. Le pire, c'est qu'en ayant mis la baisse récente du nombre d'adhérents sous les feux de la rampe, alors qu'elle aurait dû être traitée avec toutes les explications requises, et qui font qu'il s'agit en réalité d'un non-sujet qui fait ricaner tous les autres partis politiques qui aimeraient avoir autant d'adhérents que l'UPR, les putschistes ont contribué à sa médiatisation au préjudice des intérêts évidents de notre mouvement. C'est quand même un comble, non seulement de la part de cadres, mais de la part de gens qui prétendent sauver l'UPR. Alors que l'UPR a depuis toujours décidé d'opter pour une transparence inédite sur la scène politique en dévoilant son nombre d'adhérents, il est indigne que certains en interne tentent de retourner cela contre nous en alimentant un procès d'intention sur ce point, alors que nous nous efforçons, comme nous l'avons toujours fait, d'agir avec rectitude. Et alors que l'ensemble des autres partis politiques français, qui voient le nombre d'adhérents s'évanouir chez eux, surévaluent sans vergogne de 100, 200, 300, 400, 500% leur nombre d'adhérents, comme nous l'avions démontré. Pourquoi avez-vous pris position sur l'hydroxychloroquine ? Certains disent que c'est un sujet clivant qui n'aurait pas dû être abordé, comme le prescrit la charte de l'UPR. D'abord, qu'appelle-t-on prendre position sur l'hydroxychloroquine ? Pour ma part, je ne suis pas allé voir le professeur Raoult à Marseille, comme l'a fait le président de la République Emmanuel Macron. Je n'ai pas fait non plus comme Mélenchon, qui a appelé personnellement le professeur Raoult en lui affirmant publiquement son soutien. Je n'ai pas fait non plus comme Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Ségolène Royal, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Douste-Blazy, Christian Estrosi, Florian Philippot et j'en passe, qui ont tous apporté leur soutien plus ou moins discrètement, toujours au professeur Raoult. Le problème, c'est que lorsque tous les responsables politiques prennent parti sur une telle affaire d'une telle actualité brûlante, je n'allais quand même pas ne rien dire. Je n'allais pas répondre en tout et pour tout qu'il fallait faire un référendum sur l'usage de l'hydroxychloroquine. Car il s'agit d'une question d'actualité, éminemment conjoncturelle. Il ne s'agit pas d'un sujet structurel, de société ou d'économie majeure, comme le sont l'immigration, l'énergie ou l'endettement public, qui relèveront, eux, d'un référendum si nous arrivons au pouvoir, et qui font partie justement de ces sujets clivants sur lesquels nous devons faire attention. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, conformément à notre éthique à l'UPR, ce que j'ai fait, c'est d'examiner toute cette affaire avec le plus grand sérieux et sans parti pris. J'ai publié le 23 avril sur notre site une étude très longue et très documentée, que d'ailleurs personne n'a contestée, qui a montré que l'efficacité de la chloroquine in vitro contre le premier coronavirus, le SARS-CoV-1, avait été démontrée de façon irréfutable il y a 15 ans par 3 études émanant de 4 institutions de recherche parmi les plus éminentes du monde. J'en ai tiré la conclusion que les chercheurs chinois qui ont publié une étude le 17 février 2020 s'étaient très probablement inspirés de ces études pour avoir l'idée d'utiliser de l'hydroxychloroquine pour lutter in vivo, cette fois-ci, contre le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 qui partage plus de 80% du génome du SARS-CoV-1. J'ai mentionné que le professeur Raoult, qui a toujours fait référence à cette étude chinoise, avait fait de même. En d'autres termes, j'ai eu une position nuancée et précise. Et j'ai été le seul, je crois, en tout cas l'un des premiers sur la scène politique française, à insister sur le fait que le débat sur l'hydroxychloroquine était devenu quelque chose de délirant, qu'il ne pouvait pas se réduire à une polémique, à un référendum pour ou contre le professeur Raoult. J'ai toujours insisté sur le fait que des dizaines de pays et des centaines de médecins avaient aussi recours
à ce médicament, éventuellement jumelé à de l'azithromycine ou à un macrolide, pour tenter de traiter la Covid-19 à titre prophylactique ou juste après l'infection. D'ailleurs, au cours de la dernière vidéo que nous avons mise en ligne il y a quelques jours, j'ai dit ce que je crois juste, et qui est, je crois, juste, à savoir que toutes les études et tous les témoignages existants sur le recours à l'hydroxychloroquine pour le traitement de la Covid-19, quelle que soit leur qualité ou leurs défauts conceptuels par ailleurs, eh bien toutes ces études et tous ces témoignages concluent au fait que l'efficacité de ce médicament contre la Covid-19 va de 0 à très bon, voire excellent. J'ai donc indiqué qu'il paraissait raisonnable de faire comme font l'écrasante majorité des pays du monde. La Chine, la Corée, la Russie, le Brésil, les pays du monde arabe, les pays d'Afrique, l'Inde, voilà, et un certain nombre de pays d'Europe, c'est-à-dire d'avoir recours à l'hydroxychloroquine avec éventuellement l'azithromycine, bien entendu sous contrôle médical et en respectant les posologies, mais que tout ceci paraissait raisonnable puisque, au pire, les études montrent que ça n'a aucun effet, et au mieux, que c'est très bien. Et puis, j'ai compté parmi les premiers à critiquer et véhémentement la publication par le magazine Lancet de cette étude mirobolante qui se démarquait des autres par son alarmisme extraordinaire qui annonçait que l'administration de l'hydroxychloroquine provoquait plus 30% de décès du fait de crise cardiaque. Eh bien, la suite des événements a montré que je n'ai absolument pas à rougir de ce que j'ai dit et écrit depuis le début de l'année, puisque toutes mes prises de position sur ce sujet ont en fait été validées. On ne peut pas en dire autant de ceux qui ont pris fait et cause contre le recours à l'hydroxychloroquine avec une véhémence, une morgue, un esprit de système réellement incompréhensible. On entend dire que votre garde rapprochée vous aurait lâché au cours des derniers mois, ce qui serait mauvais signe. Qu'en est-il ? C'est vraiment comique. Encore et encore et encore des mensonges. En réalité, j'ai découvert que certains signataires et leurs soutiens aiment se faire passer pour mes proches ou pour des personnes indispensables et irremplaçables, espérant démontrer par là que je serais abandonné par mon premier cercle, lequel ne supporterait plus le dictatorial président de l'UPR, isolé dans sa tour d'ivoire, sourd à toute critique, tata. Tout ça est risible. La grande majorité des putschistes ne sont en rien mes proches, mais des personnes avec lesquelles j'avais, au mieux, des relations professionnelles, et dans le moins bon des cas, des contacts vraiment très très épisodiques. Il en va de même pour certains de leurs soutiens, particulièrement volubiles, ou d'anciens adhérents rancuniers qui ont claqué la porte de l'UPR il y a 3, 4, 5 ans et qui ne s'en sont toujours pas remis, et qui se font curieusement passer pour des anciens bras droits qui n'ont en fait absolument jamais été. À l'exception de quelques-uns, les signataires de la lettre du 18 avril sont d'ailleurs des personnes peu connues, dont il faut avouer qu'elles ne se sont pas beaucoup illustrées par leur caractère particulièrement actif, pas plus que par leur contribution à la vie de l'UPR. Et j'ajoute qu'ils ne sont au Bureau national que pour une seule raison, parce que je leur avais proposé d'y figurer en tablant à tort sur leur capacité de travail et leur fidélité. Alors, je vous rassure, ou bien je vais inquiéter les putschistes, ça c'est possible. Outre nos 3 salariés au siège, qui remplissent remarquablement bien leurs fonctions, l'ensemble
de mes proches collaborateurs bénévoles sont là et bien là, et à mes côtés dans l'épreuve que nous traversons. Vous pouvez d'ailleurs constater que la vie du mouvement ne s'est pas arrêtée. UPR TV continue de produire des contenus réguliers et de qualité. Des dossiers d'analyse émanant de moi-même ou d'autres responsables continuent à être mis en ligne sur le site. Ces dernières semaines, nous avons produit par exemple des analyses très fouillées sur l'euro, sur la BCE, sur la décision du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, sur les GOP 2020, sur le traitement de la crise du Covid-19, sur la situation de l'éducation en France, sur la situation en Libye, sur des analyses sémantiques des discours de Macron, sur des réactions aux faits notables de l'actualité en général, etc. Le service courrier fonctionne à plein régime, tout comme la boutique de l'UPR. Toute la technique qui entoure nos sites internet et UPR TV est parfaitement assurée par les équipes d'informaticiens notamment. Quant aux affaires juridiques, elles sont prises en main par une équipe particulièrement compétente. Les finances sont tenues et nous avons toujours des militants de terrain et des cybermilitants très actifs pour répondre notamment aux tombereaux de haine dont certains m'abreuvent chez les putschistes. En bref, pendant que quelques putschistes fanatiques continuent de s'agiter pour ce qui est désormais clairement une volonté de détruire notre mouvement, eh bien, la vie du mouvement continue. En fait, ces putschistes nous administrent la preuve assez triste qu'ils ne servent à rien, sauf à nuire. Pour en terminer sur cette question, je tiens à remercier vraiment chaleureusement, pour leur fidélité et pour leur dévouement, toutes les personnes sans lesquelles tout cela ne serait pas possible. Au-delà du cercle de mes collaborateurs, je remercie encore les innombrables adhérents et sympathisants qui m'ont fait part et qui continuent de me faire part quotidiennement de leur soutien depuis les semaines écoulées, depuis le 18 avril. Et j'avoue que tout ça est pour moi le plus grand réconfort que l'on puisse imaginer. Que répondez-vous aux différentes critiques sur les modalités de convocation du prochain congrès ? Alors il semblerait que faute de vouloir présenter une liste, ou faute d'être en mesure de pouvoir en présenter une, les signataires tentent désormais de retarder la tenue du prochain congrès à tout prix. Pour ce faire, ils ont lancé une campagne tous azimuts dans laquelle ils prétendent, au terme d'arguties juridiques totalement fallacieuses, examinées de près par notre équipe juridique, que la procédure de convocation du Congrès serait irrégulière. Ils affirment que je voudrais organiser un congrès éclair et expliquent de façon méprisante pour vous, qu'en fait le très grand nombre d'adhérents qui me soutiennent seraient en fait trop bêtes et trop ignorants pour comprendre la situation en si peu de temps et pour avoir repéré que j'étais barbe bleue. Pourtant, je rappelle que la convocation du Congrès se fera avec des délais parfaitement statutaires et que j'en ai même reculé la date prévisionnelle. Dans mon allocution du 25 avril dernier, allez la revoir, j'avais en effet annoncé que le souhait de l'écrasante majorité des adhérents étant de dénouer la crise au plus vite, je convoquais un bureau national pour le 16 mai et le congrès pour élire les nouvelles instances dirigeantes du mouvement le 6 juin. J'ai rappelé au début de cette allocution que les membres signataires de la lettre n'ont même pas daigné répondre. Ensuite, ils se sont lancés dans des fatras juridiques, des questions byzantines sur la question des membres tirés au sort du Conseil national. Pour répondre à cette objection et pour montrer
mon souhait d'ouverture et de compromis. J'ai annoncé que nous procéderions en effet au tirage au sort des membres du Conseil national et j'ai décidé de reporter en conséquence les 2 échéances en annonçant que le Bureau national, qui devait se tenir le 16 mai, se tiendrait le 6 juin et que le Congrès, qui devait se tenir le 6 juin, se tiendrait le 11 juillet. Où en sommes-nous ? S'agissant du tirage au sort, il vient d'avoir lieu par un huissier, maître Parker, devant les membres du Bureau national présents ce 6 juin 2020. Donc ça part de la ligne 2 à la ligne 421. Donc j'ai 420 noms. Donc ça, c'est l'onglet que j'ai intitulé participant, qui correspond à la base que vous m'avez donnée. Alors à chaque personne, je vais attribuer un numéro aléatoire grâce à la fonction aléatoire d'Excel. Je vais copier cette formule dans l'intégralité des cellules qui sont en dessous pour que Excel attribue un numéro aléatoire qui sera différent à chaque pour pouvoir faire un tri. Et c'est le tri qui va déterminer celui qui sort en premier et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'ordre des 420. Maintenant, je vais à nouveau créer un 3e onglet pour vous donner uniquement les 25 premiers, les 25 suivants. Et puis comme ça, vous aurez sur les 3 onglets les participants, le tirage et les 25. Les 25 titulaires et les 25 suppléants. D'accord. Et j'ai le plaisir de vous informer que cette procédure de tirage au sort a rencontré vraiment un vif succès parmi les adhérents puisque nous avons recueilli exactement 420 candidatures. Ce nombre est à comparer au nombre du tirage au sort précédent qui avait été réalisé en 2018 et où nous avions eu du mal à atteindre la centaine de candidats après plusieurs rappels. Le moins que l'on puisse dire, c'est donc que l'actuelle procédure de tirage au sort de ce 6 juin 2020 a été fortement approuvée par les adhérents, ce qui ne m'étonne pas puisque tout ce que me disent les adhérents, c'est qu'on en finisse et procédons au plus vite possible au Congrès. S'agissant de la date du Congrès, faites le compte. Entre ma première annonce de convocation faite le 25 avril et la tenue du Congrès le 11 juillet, cela va faire plus de 2 mois et demi. 2 mois et demi pour se préparer. Comment peut-on décemment parler d'un Congrès éclair ou expéditif, comme le font les putschistes ? La première vérité, c'est que cela fait maintenant des semaines que les putschistes font campagne. Ils usent frauduleusement de nos fichiers pour téléphoner ou adresser des courriels aux adhérents pour tenter de les convaincre que je serais barbe bleue. Ils font de même avec certaines pages Facebook locales de l'UPR, en piétinant la régularité, les statuts, tout. Et la deuxième vérité, c'est que cette activité inlassable de dénigrement haineux se heurte à l'écrasante majorité des adhérents qui comprennent parfaitement ce qui se passe, qui leur raccrochent au nez et refusent de suivre les putschistes. C'est justement parce qu'ils constatent que leur tentative de putsch n'a pas marché qu'ils déversent des courriels et des messages sur Internet de plus en plus haineux et hystériques, dans le vain espoir qu'ils finiront bien par achever le mouvement. C'est pour cela qu'ils ont décidé, une fois encore, de refuser de participer à ce bureau national du 6 juin que nous avons tenu dans la sérénité avec les membres du bureau national qui sont venus. C'est pour cela qu'ils essaient de trouver tous les prétextes pseudo-juridiques possibles pour reporter encore et encore et encore et encore la tenue du Congrès. Eh bien, c'en est assez de toutes ces manœuvres dilatoires. Après que j'aurai consulté le Conseil national dans les formes appropriées, pour un avis purement consultatif, j'userai de ma prérogative de président pour convoquer le Congrès le 11 juillet. J'en ai vraiment assez de ces conjurés qui répandent des calomnies sur moi et sur mes collaborateurs depuis déjà 1 mois et demi, qui vont avoir encore 1 mois pour le faire, et qui prétendent que la majorité des adhérents serait trop ignorante pour n'avoir toujours pas compris
qu'il faudrait que je cède ma place. Ça va. Ils n'hésitent pas à entretenir à leur bénéfice la confusion entre plusieurs notions fondamentalement différentes, comme les dispositions relatives au congrès triennal ordinaire et celles qui concernent le congrès extraordinaire. Ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans les détails de l'argumentaire juridique, mais soyez assurés que j'ai à cœur d'œuvrer au respect du droit dans l'accomplissement de toutes les démarches à venir. Nous travaillons sur cette question avec un quadruple niveau de validation de tous les actes entrepris dans ce sens, qui sont mutuellement vérifiés par le président, c'est moi, le secrétaire général, c'est Benjamin, et les différents membres de notre équipe juridique. Alors, je ne nie pas que les statuts, dont toutes les parties et tous les observateurs conviennent qu'ils sont assez mal rédigés, et même parfois très mal rédigés, contiennent quelques ambiguïtés qui peuvent être source de litige. Nous avons appris que certains des cadres conjurés se sont associés à un avocat connu pour ses méthodes controversées et ses liens avec certains groupes politiques bien précis, aux fins d'essayer d'empêcher la tenue du Congrès. Nous nous tenons naturellement prêts à nous défendre contre toute action qui serait intentée et nous sommes confiants sur son issue. Il est du reste ahurissant de voir des putschistes qui violent allègrement à la fois la loi, les statuts de l'UPR, et tout ça depuis le premier jour de leur tentative de prise de contrôle, et qui s'érigent, quand cela les arrange, en défenseurs intransigeants de la défense des mêmes statuts. Ils osent chicaner sur certains points de pure technique, alors qu'eux-mêmes ou leur soutien continuent de multiplier les actes grossièrement contraires à la loi ou à nos règles internes, comme l'usage abusif des fichiers des adhérents, dont j'ai déjà parlé et qui nous a été rapporté à de très nombreuses reprises par de très nombreux adhérents scandalisés par ce procédé. Décidément, avec les putschistes, la tartufferie semble n'avoir aucune limite. Allez-vous proposer une réforme des statuts dans le cadre du prochain congrès ? Alors, lorsque les statuts actuels ont été adoptés, en 2017, notre formation venait de franchir le cap de l'élection présidentielle et de prendre une toute nouvelle dimension. Avec le recul des années et l'épreuve du temps, et avec l'observation des événements en cours, nous avons constaté que ces statuts présentent un certain nombre de défauts ou de carences rédactionnelles que nous devrons corriger pour assurer l'avenir paisible de notre mouvement. Je crois que tout le monde s'accorde sur cet état de fait. Dans ce cadre, la liste que je mènerai au Congrès va proposer la mise en place d'une réflexion sur la modification des statuts à l'horizon de la fin de cette année 2020 ou du tout début 2021. Cette réflexion devra être menée dans la sérénité par une commission prévue à cet effet, travaillant en lien avec des professionnels du droit. Elle pourra étudier de nombreuses pistes de refonte du fonctionnement interne. Car mon idée ne serait pas de simplement résoudre quelques défauts rédactionnels dans les actuels statuts, mais bien de repenser l'organisation de l'UPR en tenant compte des expériences passées. Je veux citer un seul exemple. Il n'est pas normal que le Conseil national, qui est constitué de responsables nommés par le Bureau national, soit la structure qui approuve les comptes et qui donne son avis sur les orientations stratégiques. Pourquoi ? Imagine-t-on un gouvernement demander à ses préfets de valider le budget de l'État ou d'approuver ses orientations politiques ? Imagine-t-on un gouvernement demander à ses ambassadeurs d'approuver sa politique internationale ? Évidemment pas. Dans les prochains statuts, il faudra donc bien clarifier les choses et appliquer plus rigoureusement les principes de la démocratie, à savoir que ce sont les adhérents, et eux seuls, c'est-à-dire vous, qui sont les souverains de la destinée de l'UPR. Il nous faudra donc créer
à l'exemple de ce qui existe dans d'autres partis politiques, une sorte d'assemblée élue par les adhérents et qui les représente entre chaque congrès triennal pour approuver les comptes et les orientations stratégiques. Parce que c'est à eux et à eux seuls que le président et le bureau national doivent rendre des comptes. C'est exactement sur le modèle de l'Assemblée nationale, parce que le gouvernement doit rendre des comptes à l'Assemblée nationale. En revanche, puisqu'il est constitué de responsables nommés et non élus, le Conseil national actuel deviendra l'équivalent des réunions des préfets ou des ambassadeurs organisées par le président de la République et son gouvernement, qui donnent la marche à suivre des orientations prises par le gouvernement. Outre le fonctionnement statutaire, il faudra revoir les procédures de recrutement des salariés et nous doter de nouveaux outils clairs et visibles, comme une charte éthique d'engagement militant pour chaque responsable, quel qu'il soit. En réalité, ça existe déjà beaucoup. Il y a déjà une espèce de cahier des charges, de charte. Mais nous allons la revoir et cette fois-ci, nous allons imposer qu'elle soit respectée. D'ores et déjà, des initiatives se sont fait connaître pour proposer des pistes de réflexion sur la manière de procéder à cette refonte. Une initiative en particulier émanant d'un groupe de délégués a retenu mon attention et il y sera répondu lorsque sera présenté le programme de la liste que je conduirai. Naturellement, le résultat de cette réflexion sera soumis à l'approbation des adhérents dans le cadre d'un congrès extraordinaire cette fois-ci et qui sera convoqué à cet effet. Avez-vous un mot pour conclure ? Eh bien, j'en ai terminé, me semble-t-il, avec les principales questions qui ont émergé ces dernières semaines sur notre mouvement et sur ma façon d'exercer mes responsabilités. Les putschistes ont encore une fois refusé de me rencontrer, tout en faisant mine de me demander des explications que je refuserais de donner. Eh bien, tant pis pour eux. En tout état de cause, c'est à vous que je me suis adressé pour vous les donner, toutes ces explications. Vous avez désormais toutes les pièces en main. Le combat que nous menons, c'est celui de la vérité contre la calomnie. C'est celui de la poursuite du développement de l'UPR contre ceux qui, sous couvert de vouloir le sauver, veulent en fait le détruire, peut-être pour le placer sous l'autorité de tel ou tel autre parti ou responsable politique. Pour ce qui me concerne, mon vœu le plus cher est que cet épisode pénible que nous vivons, et qu'en réalité tous les partis politiques ont connu à travers leur vie, eh bien j'espère que ce moment pénible va se retrouver rapidement derrière nous. Et que l'UPR, qui sera dotée d'une nouvelle direction le 11 juillet prochain, se remette totalement en ordre de marche pour jouer tout son rôle sur la scène politique française. Et croyez-moi, nous avons le vent en poupe, nos idées ne cessent de progresser. C'est la raison pour laquelle nous devons tous nous battre pour conserver notre mouvement dans sa dynamique et son intégrité. Vive l'UPR, vive la République et vive la France.